Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler minceur. Oui, je sais, c'est un thème qui revient souvent, forcément, vu ma profession, c'est un peu normal. Donc je vais vous parler de minceur, de comment maigrir, en tout cas comment la micronutrition pourrait vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Alors moi il faut savoir que dans mon activité, on va dire que je pense qu'à peu près, j'ai pas les stats exactes, je les ai pas regardées depuis un petit moment, mais je pense que 45% de ma patientèle consulte pour des motifs de perte de poids. Le reste, on est plutôt sur de la micronutrition pure, soit de la prévention santé, soit sur des pathologies lourdes, cancer, accidents cardiovasculaires, polyarthrite, maladies inflammatoires. On est plutôt sur des pathologies lourdes où les patients sont finalement insuffisamment pris en charge en médecine allopathique. Donc on met en place une prise en charge complémentaire, on va dire. Certains patients consultent parce qu'ils ont des petits troubles au quotidien qui les embêtent, des troubles fonctionnels intestinaux, une humeur un petit peu basse. Donc c'est, on va dire, je dirais 60% de ma patientèle et consulte pour ce type de motif. Et puis on va dire 40-45% consulte pour des motifs de perte de poids. Donc pendant longtemps, pendant plusieurs années, je n'ai proposé des prises en charge de la perte de poids uniquement basées sur les concepts de la micronutrition. Je dirais à tort peut-être, mais bien évidemment je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je continue en permanence à me former. Je pense que c'est quand même un avantage, un point fort en tout cas que j'ai. Et donc mes prises en charge évoluent. Ce que je proposais il y a 3 ans n'a plus rien à voir avec ce que je propose aujourd'hui. Et j'espère que ce que je proposerai dans 3 ans n'aura plus rien à voir avec ce que je propose aujourd'hui, que je vais être en permanente évolution. Quoi qu'il en soit, oui, pendant longtemps, j'ai pris en charge mes patients qui demandaient de perdre du poids, qui avaient des problèmes de surpoids, d'obésité ou souhaitaient juste perdre quelques kilos, avec les concepts de la micronutrition. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus de cette manière, c'est-à-dire que j'ai cette partie toujours, bien évidemment, je vais aller investiguer tous les blocages biologiques, tout ce qui pourrait expliquer qu'au niveau biologique, la personne ne perd plus de poids, mais je vais avoir un second axe qui est, à mon sens, capital, la prise en charge psychologique, grâce à toutes les formations que j'ai pu faire au diplôme universitaire pédagogie et psychologie du comportement alimentaire, aux formations que j'ai fait avec le collège médical pour la nutrition comportementale, ma formation avec le groupe Estime. Donc du coup, aujourd'hui, la prise en charge que je propose est beaucoup plus globale, beaucoup plus intégrative et bien évidemment, j'ai de meilleurs résultats. Donc c'est ce en quoi je me dis que aujourd'hui, je ne pourrais pas aider quelqu'un à perdre du poids si je ne mets pas en place en parallèle toute cette partie psychonutrition. Néanmoins, certaines personnes ont juste besoin de rééquilibrer leur alimentation, de combler leurs déficits et leurs carences, prendre en charge les blocages biologiques et n'ont aucun problème émotionnel, cognitif avec l'alimentation et ils perdent 5, 10, 15 kilos en quelques mois sans avoir recours à la psychonutrition. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les concepts de l'IEDM, développés par l'IEDM, donc plus ou moins par le groupe Pilège également. Les échos de la micronutrition, c'est ce petit cahier, petit dossier qu'on reçoit tous les mois, il me semble. En tout cas, ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu, je me suis dit que j'allais vous en parler. Vous pouvez les retrouver dans les salles d'attente des micronutritionnistes, notamment. Et moi, je le reçois, je sais plus si c'est tous les mois, en tout cas, bon, je le reçois régulièrement. Et celui-ci est sur donc mincir avec la micronutrition. Pourquoi ça marche? Donc j'ai trouvé ça intéressant puisque ça m'a rappelé mes toute première consultation que j'ai pu faire avec ces concepts de profil de surpoids. Moi j'ai été formée par l'IEDM en 2000. Ça fait au moins 3 ans que j'ai été formée par l'IEDM. Je dirais que c'est super intéressant quand vous commencez, voilà, pour avoir les bases, pour structurer un petit peu votre consultation. Maintenant, bon voilà, j'ai un petit peu évolué, je fais des choses peut-être un peu plus compliquées, un petit peu plus élaborées, mais néanmoins, je reste quand même sur ces concepts de surpoids. Donc ce que je vais vous proposer de faire, déjà, c'est de réaliser leur petit test pour savoir quel est votre profil de surpoids, puisque ils ont déterminé, alors même si moi je fais un petit peu différemment aujourd'hui, mais eux en tout cas, ils ont déterminé 4 profils de surpoids, d'obésité ou de problème de poids. Et le but, c'est de déterminer quel est votre profil, en sachant que
Par expérience, je peux vous dire que parfois on cumule 2, 3, voire même les 4 profils et que c'est là qu'il va falloir pouvoir proposer une prise en charge qui correspond à ces 4 profils. Donc on va faire ce petit test ensemble qui nous propose, alors il est très court, hein, il y a 3 items par profil, mais il existe un questionnaire beaucoup plus complet qui s'appelle le QFP, questionnaire fonctionnel poids, que j'avouerai que je n'utilise plus du tout personnellement. J'utilise d'autres questionnaires, mais celui-ci je n'utilise pas parce que je fonctionne un petit peu différemment, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Je vous mettrai le lien du questionnaire qui est disponible sur le site internet de l'IEDM, qui est beaucoup plus complet et qui va vraiment vous permettre de savoir quel est votre profil de surpoids selon les concepts de la micronutrition. Donc 4 profils de surpoids, le profil neuromédiateur. Alors neuromédiateur, qu'est-ce que c'est? Les neuromédiateurs, ce sont un petit peu des petites hormones que votre cerveau est capable de synthétiser, votre intestin aussi d'ailleurs, cela dit en passant. Et ces neuromédiateurs vont un petit peu moduler votre comportement, vont être un petit peu à la base de votre humeur, de votre comportement alimentaire, de votre motivation. Donc ces neuromédiateurs doivent être synthétisés correctement, au bon moment et en bonne quantité. Donc le profil neuromédiateur, si vous faites partie de ce profil, ça va entraîner chez vous des troubles du comportement alimentaire, mais également des troubles de l'humeur notamment. Alors, voyons voir si nous faisons partie de ce profil neuromédiateur. Premier item, je me sens irritable, impatiente, partant au quart de tour. Donc vous voyez là on est vraiment dans ce concept du je suis irritable, un petit peu agressive. Là on a cette notion un petit peu de déficit en sérotonine notamment, c'est les signes qui ressortent régulièrement lorsqu'on a des patients qui ont des déficits en sérotonine. Est-ce que c'est votre cas? Moi je dirais que c'est un petit peu mon cas, même si je travaille dessus, mais plutôt grâce à la pleine conscience que grâce à la sérotonine. Deuxième item, quand j'essaie de perdre du poids, je finis toujours par craquer pour du sucré, je fais le yo-yo. Alors je pense que c'est le cas de très nombreuses jeunes femmes, et ça a été le cas d'ailleurs pour moi il y a quelques années. Là aussi on est clairement sur un déficit en sérotonine, et le fait de faire cet effet yo-yo, il y a aussi cette notion de noradrénaline, c'est-à-dire de ne pas réussir à continuer une action qu'on a mis en place sur le long terme. Donc on est aussi sur un neuromédiateur. Troisième item, mes envies de sucré, de chocolat notamment, sont plus fortes en fin d'après-midi. Là aussi c'est un tableau très typique du profil neuromédiateur. Un déficit en sérotonine va vous entraîner des compulsions alimentaires sucrées notamment, irrépressibles à partir de la fin de l'après-midi, et ça peut continuer jusque dans la nuit. Donc voilà les 3 items qui pourraient vous mettre sur la voie d'un problème de poids dû à un déficit de synthèse en neuromédiateur. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il vous propose de faire dans un premier temps si vous ne pouvez pas consulter un micronutritionniste, ou pour commencer par vous-même, et puis par la suite peut-être pour aller plus loin consulter un expert en micronutrition. Donc moi je dirais que j'ai été ce profil neuromédiateur, et je le suis toujours un petit peu, quoique je dirais qu'avec tout le travail que j'ai fait sur moi-même, je pense que de base j'étais peut-être ce profil, mais je ne le suis plus vraiment. Profil déficit en micronutriments. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là on est vraiment au cœur de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous avez des carences, des déficits en micronutriments, votre organisme ne va pas fonctionner de manière optimale et vous allez diminuer votre métabolisme de base notamment, ne pas pouvoir réaliser correctement la lipolyse, vous allez être en stockage de graisse, vous allez trop synthétiser par exemple d'insuline, mais ça c'est plus un autre profil. Mais bon, quoi qu'il en soit, les déficits en micronutriments peuvent expliquer la difficulté à perdre du poids. D'où l'intérêt de ne pas se contenter d'évaluer ce qu'il y a dans votre assiette, puisque ça n'est absolument pas le reflet de vos statuts biologiques, mais d'aller vraiment faire un bilan biologique pour évaluer quels sont les micronutriments dont vous êtes déficitaire, et vous verrez que le fait de remonter ces statuts, vous perdrez du poids beaucoup plus facilement, et puis vous aurez d'autres effets très positifs, regain d'énergie physique et psychique. Alors les items, pour ce profil déficit en micronutriments, je suis facilement fatiguée, je me sens vidée physiquement, donc on en revient à cette fatigue physique, si on est déficitaire notamment en fer, la fatigue physique se fait très vite ressentir. J'ai les paupières qui sautent ou j'ai souvent des crampes. Donc là on est sur un déficit plutôt en magnésium que je dose jamais. Je vous avouerai, je dose jamais le magnésium érythrocytaire parce que les carences sont tellement fréquentes, notamment dans les contextes de stress, que c'est une complémentation que je mets quasiment systématiquement en place.
Après, j'adapte les dosages, mais en tout cas, c'est un micronutriment qui se retrouve très régulièrement dans les prescriptions, les complémentations que je mets en place. Et le troisième item, j'ai la peau sèche, les ongles cassants, les cheveux qui tombent. Donc là, on est vraiment sur des signes d'alerte de déficit, notamment en acides gras polyinsaturés, oméga 6, là, GLA, DGLA, en fer, hein, avec les cheveux qui tombent, les ongles cassants, ça peut être du calcium, notamment. Donc, les déficits en micronutriments peuvent aujourd'hui expliquer que vous ayez du mal à perdre du poids, et là, ce n'est pas écrit sur votre front. Si vous êtes déficitaire en sélénium par exemple ou en iode, ce qui pourrait expliquer par exemple que votre thyroïde fonctionne mal, que vous ne synthétisiez pas suffisamment de T4 et de T3 et donc que votre métabolisme soit un petit peu ralenti et que tout ce que vous mangez profite à vos hanches, à vos fesses ou à votre petit bidou. Donc ça peut être quand même intéressant de vérifier tous ces statuts. Moi en tout cas ça fait partie des bilans biologiques que je fais faire lorsque le motif de consultation est la perte de poids, je dose systématiquement tous ces micronutriments. Troisième profil qui est le profil résistance à l'insuline que je retrouve très fréquemment, qui je pense est le profil le plus fréquent à l'heure actuelle parce qu'on mange de plus en plus sucré et qu'aujourd'hui le responsable des problèmes de surpoids et d'obésité ce n'est pas le gras, c'est bien le sucre et l'acteur responsable de tous ces problèmes cardio-métaboliques et cardiovasculaires c'est l'insuline. L'insuline c'est l'hormone de stockage, c'est cette hormone qui va transformer le sucre en gras. Et le profil de résistance à l'insuline que j'ai eu, mais j'ai réussi à me traiter, j'ai des gros antécédents familiaux de diabète, donc j'ai eu ce profil, mais c'est résolu, donc ça c'est une bonne chose. Le premier item, quand je grossis, je prends tout dans le ventre, donc typiquement c'est quelqu'un qui a des jambes toutes fines, et puis qui a le petit bidou bien rond, et là clairement c'est sous l'action de l'insuline, le sucre qui se stocke au niveau abdominal. J'ai fait du diabète gestationnel durant ma grossesse, ça c'est un signe d'appel quand même. Moi je demande toujours s'il y a eu un diabète gestationnel ou il y a des gens dont je vous parlais, est-ce que vous avez des antécédents familiaux de diabète, on parle plutôt de diabète de type 2 là. Et le troisième item, j'ai pris rapidement du poids en arrêtant le sport. Donc j'ai quelques anciens sportifs de haut niveau qui effectivement, lorsqu'ils ont arrêté le sport, il y a tout un mécanisme qui se met en place lorsque vous faites beaucoup de sport avec une augmentation de ce qu'on appelle les GLUT4. Cette augmentation fait que lorsqu'on arrête le sport, c'est un petit peu difficile cette gestion des glucides. Et c'est souvent une prise de poids importante, hein, entre 5 et 20 kg, assez rapide. Et le temps que les GLUT4 se remettent au bon niveau, c'est quand même pas évident. C'est pour ça que je dis que le sport à haut niveau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Ensuite, le dernier profil, qui est le profil digestif, dont on parle très peu, mais dont on commence à prendre conscience en tout cas de l'importance, c'est le profil digestif. Hein. De nombreux patients ont des problèmes de résistance à la perte de poids parce qu'ils ont une inflammation de bas grade au niveau digestif. Et là, c'est très important de l'investiguer. Moi, ça fait partie aussi du bilan de base que je fais dans les problèmes de surpoids, d'obésité, de difficulté à perdre du poids, c'est cette évaluation de la fonction digestive, notamment aller vérifier s'il n'y a pas un problème de perméabilité intestinale, de dysbiose, de microbiote donc déséquilibré. Alors voici les signes d'appel pour voir si vous faites partie du profil digestif. J'ai le ventre plat le matin et très ballonné le soir, donc est-ce que vous êtes sujette au ballonnement qui s'aggrave dans l'après-midi et dans la soirée. J'ai un transit irrégulier, ça c'est vraiment important. Je suis assez étonnée lorsque je pose cette question à la majorité de mes patients, ils ne savent pas en fait qu'est-ce que c'est qu'un transit normal et ils ne savent pas non plus finalement quel est le type de transit qu'ils ont, ils ne s'y intéressent tout simplement pas. Donc ça c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un transit régulier, qu'est-ce que c'est qu'une constipation, qu'est-ce que c'est qu'une diarrhée et de vérifier est-ce que vous avez un transit régulier. Le dernier item pour ce profil digestif, j'ai des intolérances alimentaires, donc tout simplement, pas qui ont été diagnostiquées par un dosage d'IgG, hein, mais c'est vraiment vous mangez tel aliment et vous êtes ballonné, vous avez de la diarrhée, vous êtes constipé juste après. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 premiers signes d'appel du profil digestif. Donc si vous avez répondu aux différents items et que vous avez pu évaluer quel était votre profil, peut-être que vous êtes neuromédiateur, mais peut-être que vous avez un mélange entre résistance à l'insuline et digestif par exemple. Donc maintenant que vous avez évalué
quel est à peu près, avec 3 items, vous vous rendez compte que c'est quand même pas très précis, quel est votre profil. On va essayer je vais vous expliquer ce qu'il vous propose de mettre en place facilement sans consulter en fonction du profil auquel vous appartenez. Et n'oubliez pas que vous avez le lien pour faire le QFP qui est plus précis en barre d'infos. Donc pour le profil neuromédiateur, donc je vous ai expliqué qu'il s'agissait d'un déficit de synthèse des neuromédiateurs et notamment de sérotonine, mais aussi de dopamine et de noradrénaline. Donc qu'est-ce qu'il vous propose de mettre en place et qu'est-ce qu'on propose plus généralement de mettre en place? C'est de mettre en place un modèle qui respecte la chronobiologie de synthèse de ces neuromédiateurs pour faire en sorte que vous arriviez à mieux les synthétiser. Donc on va parler uniquement de l'alimentation. L'idée est de manger protéiné dans la première partie de la journée pour pouvoir vous apporter l'acide aminé précurseur de la dopamine et de la noradrénaline, donc la tyrosine. Donc de prendre un petit déjeuner protéiné salé, des œufs, du jambon, du fromage, des yaourts, pas beaucoup, essayez vraiment d'éviter les glucides le matin. Et dans la seconde partie de la journée, à partir de 16h, plutôt passer sur un goûter qui va être plus riche en glucides, qui va vous permettre de mieux synthétiser votre sérotonine, cette hormone, ce neuromédiateur qui va vous permettre de gérer votre comportement alimentaire, de vous calmer. Et cette sérotonine va se transformer en mélatonine un petit peu plus tard dans la soirée, donc pour vous permettre de dormir. Donc là, on va être plutôt sur des goûters qui vont contenir des fruits secs, des fruits frais, des compotes, du chocolat, des amandes. Et ça va favoriser le passage de l'acide aminé précurseur de la sérotonine au niveau du cerveau, le tryptophane. Donc voilà ce qu'on vous propose de faire au niveau de la stratégie alimentaire. Maintenant, oui, on pourrait se complémenter. Donc effectivement, on pourrait se complémenter en tyrosine. Si déficit en dopamine il y a, mais je vous déconseille de vous complémenter sans avoir demandé conseil à votre pharmacien ou à votre micronutritionniste. Le tryptophane, c'est très compliqué aujourd'hui. De plus en plus de personnes ont un petit peu conscience de cette notion de sérotonine, de compulsion sucrée, et puis du coup, dès qu'ils ont des compulsions sucrées, ils vont acheter du tryptophane. Faites super attention parce que sur un terrain inflammatoire, le tryptophane, il ne passe pas du tout dans le cerveau. Il va nourrir ce qu'on appelle la voie des idéaux, donc la voie des kynurénines, et aggraver encore plus l'inflammation. Donc c'est une très mauvaise idée de vous complémenter en tryptophane, si vous n'avez pas consulté un micronutritionniste qui a évalué votre état inflammatoire. Donc faites attention, c'est pas parce que ce sont des produits en vente libre, que ce sont des vitamines, des minéraux, qu'ils ne sont pas dangereux. Il faut pas faire, il faut pas trop simplifier la chose parce que rien n'est plus compliqué que votre santé. Et le tryptophane, ça fonctionne pas forcément comme on espérait que ça fonctionne. Il faut bien connaître tous ces mécanismes. Donc effectivement, le tryptophane peut être utile en cas de déficit en sérotonine, mais s'il y a un terrain inflammatoire, ça va aggraver la situation si vous prenez du tryptophane. Donc peut-être commencer par mettre en place ce petit déjeuner et ce goûter, là, petit déjeuner très protéiné, goûter très sucré, et par la suite, envisagez de consulter un micronutritionniste qui pourra vous faire des bilans biologiques. Aujourd'hui, ça existe. Le profil en neuromédiateur, il existe. Donc moi, je vais faire un questionnaire fonctionnel qui s'appelle le DNS, qui me permet de savoir plus précisément quels sont les déficits. Est-ce que c'est des déficits en dopamine, en noradrénaline, en sérotonine ? Et d'adapter les conseils, effectivement, de proposer des complémentations en alpha-lactalbumine, en tryptophane, en griffonia, en tyrosine éventuellement. Tout dépend des résultats des questionnaires, des profils en neuromédiateur qu'il m'arrive de faire, et toujours dans une prise en charge globale. On ne regarde pas que la fonction cerveau. S'il y a une inflammation intestinale, ça ne sert à rien de donner du tryptophane par exemple. Donc voilà pour le profil neuromédiateur. Alors ils vous ont mis quoi d'autre ? Bon voilà, globalement c'est ce qu'ils étaient en train de, c'est ce qu'ils disaient. Alors ils ont fait une petite note qui est très intéressante sur le manque de sommeil. Ça c'est un point sur lequel moi j'insiste beaucoup. Effectivement, quand on manque de sommeil, lorsqu'on a une dette en sommeil, on a le taux de leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui diminue. Et donc on va avoir plus faim. Donc si vous voulez perdre du poids, travaillez d'abord sur la qualité de votre sommeil. Et j'ai fait une vidéo sur le sommeil il n'y a pas très longtemps il me semble. Je ne sais plus si c'était sur cette chaîne ou sur la chaîne pro. Et donc à l'inverse, vous avez la gréline qui est elle l'hormone de l'appétit qui va augmenter. Et notamment l'appétit pour les produits sucrés. Donc voilà pour le profil neuromédiateur. Pour le profil déficit en micronutriments, donc je regarde rapidement ce qu'ils nous ont raconté. Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'était de se dire que finalement notre organisme pour pouvoir bien fonctionner a besoin d'avoir des statuts optimaux en micronutriments, et un statut optimal ne veut pas dire être juste dans les normes. Entre les normes des laboratoires classiques et les valeurs optimales santé, il y a souvent un monde. Et puis en fonction de votre état,
Moi j'adapte à chaque patient, par exemple le statut en vitamine D. Si vous avez une maladie inflammatoire ou un cancer, je ne vais pas vous demander d'avoir le même statut en vitamine D que si vous n'avez aucune pathologie. Donc il va falloir adapter les valeurs optimales santé à votre état de santé à l'instant T. Donc oui, optimiser vos statuts en micronutriments, ça nécessite finalement de savoir quels sont les micronutriments qui interviennent dans le métabolisme notamment. Et je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure, moi ceux en tout cas, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est l'iode, le sélénium, le fer, le magnésium, les oméga 3. Ce sont ceux qui me viennent vraiment à l'esprit en tout premier lieu. Après je fais des bilans beaucoup plus complets, mais en tout cas ce sont les principaux. Alors vous, quand vous n'allez pas vous complémenter à l'aveugle, hein, interdit de se complémenter à l'aveugle. Donc si vous n'allez pas voir un micronutritionniste, si vous ne faites pas faire une prise de sang, vous ne vous complémentez pas à l'aveugle. Donc vous allez essayer de faire un effort au niveau de votre assiette, même si c'est quand même très limité, parce que si vous avez un problème par exemple de perte de polarisation de vos entérocytes, vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez dans votre assiette, vous n'allez rien assimiler. Mais quoi qu'il en soit, déjà en mangeant des produits qui sont non raffinés, qui ne sont pas transformés industriellement, qui sont finalement conserver la naturalité de l'aliment, vous allez pouvoir bénéficier des micronutriments qui sont contenus dans ces aliments. Mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu peine perdue, hein. Je suis désolée d'être un petit peu pessimiste à ce sujet, mais pour pouvoir avoir les teneurs en vitamine C d'une pomme d'il y a 15-20 ans, il faudra en manger une dizaine. Donc vous imaginez le problème, surtout si vous ne mangez pas bio, la surcharge de pesticides que vous imposez à votre foie. Donc la stratégie pour moi, lorsqu'on a ce profil micronutritionnel, vous ne pouvez pas vous passer d'une consultation avec un micronutritionniste qui vous fera faire le bilan biologique spécifique et qui vous proposera une complémentation sur mesure. D'ici là, mangez des produits naturels, complets, peu transformés, mangez beaucoup de produits végétaux. Consommez des huiles, hein, je vous ai expliqué l'importance des oméga 3 en attendant de pouvoir consulter. Alors, ils nous ont mis une petite note sur justement les oméga 3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a tendance à diaboliser les graisses. Les oméga 3 vont favoriser la lipolyse. Donc, on brûle les triglycérides, alors que les oméga 6 vont favoriser la lipogenèse, fabrication du gras. Donc, toutes les graisses ne se valent pas et les oméga 3 sont indispensables. Donc, assaisonnez-moi vos crudités, vos légumes avec des bonnes huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza ou l'huile de noix. Donc en coup de pouce, il part bien évidemment des oméga 3. Donc c'est vrai que je prescris quand même facilement des oméga 3, mais je fais systématiquement, quasiment systématiquement faire, sauf pour les personnes qui n'ont pas les moyens, un profil d'acide gras érythrocytaire. Donc je sais exactement quel est le statut en EPA, en DHA, l'index oméga 3 de chacun de mes patients. Donc je peux exactement déterminer combien est-ce que je vais leur donner d'oméga 3. Donc là, il vous conseille d'utiliser des oméga 3, du fer, mais encore une fois, il faut doser, il faut savoir faire un bilan martial, de la vitamine C, du cuivre, de l'iode. Donc dans les poissons, les crustacés et les algues, moi je fais doser l'iodurie pour savoir exactement quel est le statut. Et des probiotiques parce qu'on sait que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez un problème de dysbiose ou de leaky gut, vous aurez beau prendre tout ça, vous n'arriverez pas à l'assimiler au niveau digestif, donc ça aura très peu d'intérêt. On passe au troisième profil qui est le profil résistance à l'insuline. Donc je vous l'ai expliqué, c'est ce problème, aujourd'hui l'acteur des maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques, c'est l'insuline. Donc il va falloir faire en sorte que vous ne synthétisiez pas trop d'insuline et il va falloir ménager un petit peu votre pancréas pour que les cellules bêta des îlots de Langerhans ne synthétisent pas trop d'insuline. Parce que l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les sucres, elle va les transformer en graisse et elle va les stocker notamment au niveau de votre abdomen. Et on va avoir des problèmes de ce qu'on appelle l'insulinorésistance, perte de diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc là, de la même manière, moi je fais toujours faire un bilan biologique, je fais calculer le HOMA Quickie. Alors, c'est vrai qu'en médecine allopathique, le problème c'est qu'on fait la glycémie à jeun et parfois l'hémoglobine glyquée. Bon, l'hémoglobine glyquée n'a d'intérêt que lorsque l'on a un diabète avéré pour suivre l'efficacité d'un traitement antidiabétique oral ou par insuline. Maintenant, chez quelqu'un qui n'a pas de diabète avéré, mais vous savez que le diabète prend plusieurs années pour s'installer, 10 à 15 ans. Et une fois qu'il est là, c'est très compliqué. Pas de retour en arrière. Donc le but, c'est de justement pouvoir proposer une prise en charge en amont, 10-15 ans avant. Donc on n'aura pas forcément des troubles de la glycémie, on n'aura pas des glycémies à 1,26. On aura des glycémies à 0,95, 0,90, parfois même un peu moins. Par contre,
on aura des dysfonctions au niveau de la synthèse d'insuline et on pourra donc calculer ces rapports, ces index, OMA et Quicky, qui mettront d'ores et déjà en avance un problème d'insulinorésistance, une diminution de la sensibilité à l'insuline, et là on sait que ce patient, si on ne prend pas en charge maintenant, dans 10 ans, il est diabétique de type 2. Donc je pense que là, l'heure est à la prévention. Si vous avez ce profil résistance à l'insuline, consultez un micronutritionniste qui vous fera faire les bilans biologiques nécessaires et qui vous proposera une prise en charge adaptée, aussi bien en termes de complémentation qu'au niveau alimentaire. Donc là, on va partir du principe que pour l'instant, vous n'allez pas consulter. Donc, qu'est-ce que vous propose l'IEDM au niveau alimentaire? Bien évidemment, il faut éviter la synthèse d'insuline. Donc, pour limiter cette synthèse d'insuline, il faut éviter de manger des produits sucrés. Donc, on va parler de sucre 5, de sucre rapide, tout ce qui est biscuits, pâtisseries, gâteaux, sucre industriel, les jus de fruits, toutes les boissons sucrées. On va plutôt privilégier des glucides complexes qui vont être plus difficiles à digérer, donc la libération de sucre sera plus lente. Donc on va être sur des céréales complètes, des légumineuses, donc riz complet, pain complet, des lentilles. Je vous ai fait également sur la minute micronut, donc je vous invite à me rejoindre sur le Instagram @dranapoter où je poste les minutes micronut tous les jours et je vous ai fait je pense au moins 2 semaines de minutes micronut qui étaient exclusivement réservées à comment diminuer les charges glycémiques des aliments que je consomme. Et là, c'est clairement, typiquement ce qu'on va mettre en place dans les profils de résistance à l'insuline. Donc, je vous invite à aller sur Instagram et regarder prendre connaissance de ces minutes micronut. Le but est d'essayer finalement, moi je fonctionne beaucoup en charge glycémique. Je fonctionne plus trop en sucre 5, rapide, complexe. Je fonctionne en charge glycémique, même pas en index glycémique. Donc je pars du principe qu'il y a des aliments qui ont des charges glycémiques élevées, c'est-à-dire qu'elles vont faire synthétiser par portion beaucoup d'insuline. Et là, ce sont ceux qu'il va falloir diminuer ou en tout cas contrôler leurs apports. Donc vous, dans un premier temps, c'est d'essayer de faire en sorte de diminuer la synthèse d'insuline en mangeant des aliments qui contiennent peu de sucre, qui ne font pas trop élever la glycémie rapidement dans le sang, donc partir sur des produits peu transformés, avec des fibres, avec du gras, et encore une fois, je ne peux pas faire une vidéo plus complète là-dessus parce que ça serait beaucoup trop long, donc je vous invite à aller sur Instagram dranapoter pour voir tous les conseils que je vous préconise. Dans ce profil de résistance à l'insuline, il y a un micronutriment qui est indispensable, c'est le chrome. Et encore une fois, c'est pas écrit sur votre front si vous avez un déficit en chrome. Donc moi, c'est aussi un micronutriment que je fais doser systématiquement dans les résistances à la perte de poids. Et souvent, les déficits en chrome sont importants. Pourquoi? Parce que nos aliments sont de plus en plus pauvres en micronutriments. C'est un constat alarmant, certes, mais il est là, donc il faut le pallier. Et effectivement, une complémentation adaptée va permettre de remonter ce statut en chrome, d'améliorer la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Dans ce profil, bien évidemment, un point qui est important, c'est l'activité physique. Si vous vous dépensez de manière cohérente, bien évidemment, donc ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, vous allez favoriser le déstockage des graisses. Et donc du coup, lorsque vous aurez du sucre en excès, l'insuline, au lieu de transformer ce sucre en graisse, va l'utiliser pour produire de l'énergie lorsque vous allez faire du sport. Donc là, vraiment, dans ce cadre, l'activité physique est particulièrement importante. On termine avec le dernier profil qui est le profil digestif. Donc là, on est sur une perturbation de l'écosystème intestinal. Donc l'écosystème intestinal, c'est une espèce de triade où on a donc la muqueuse intestinale qui joue ce rôle, double rôle, un peu antinomique, absorption des micronutriments mais aussi barrière pour nous protéger des xénobiotiques. D'autre part, on a le microbiote intestinal qui est un acteur à part entière. On héberge ce supra-organisme, 10 fois plus, 100 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans notre corps. Et puis notre système immunitaire. 70% de notre système immunitaire est dans l'intestin. Donc, si on n'a pas un équilibre de cet écosystème intestinal, si on a un problème de porosité membranaire, si on a un problème de dysbiose, de déséquilibre donc de notre microbiote intestinal, si on a une hyperstimulation de notre système immunitaire, on va avoir ce qu'on appelle une inflammation systémique de bas grade, il vous sera impossible de perdre du poids, même en mangeant très peu. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on n'y pense pas. Si vous avez des troubles fonctionnels intestinaux, des problèmes de transit, même des signes extra-digestifs, et que vous avez un leaky gut, que vous avez une dysbiose, par exemple une candidose ou une dysbiose de fermentation,
et qu'on ne prend pas en charge, qu'on ne prend pas en charge l'inflammation, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne perdrez pas de poids. Donc là, il n'y a pas d'autre solution, je dirais que sans doute que c'est le profil le plus compliqué, il n'y a pas d'autre solution que de consulter un micronutritionniste. Parce que lui, il va pouvoir investiguer votre écosystème intestinal et le replacer au cœur de tout votre organisme et de déterminer est-ce que vous avez un leaky gut, est-ce que vous avez une dysbiose, quel type de dysbiose, putréfaction, fermentation, candidose, est-ce que vous avez une hyperstimulation de votre système immunitaire, est-ce que vous avez une inflammation systémique de bas grade, une endotoxémie métabolique. Vous voyez, je vous parle quand même de choses qui sont très compliquées et en fonction, on va adapter le modèle alimentaire. Donc là, je trouve qu'ils ont été un petit peu légers sur ce qu'ils proposent, puisque finalement, ils vous proposent de mettre en place un modèle d'épargne digestive, donc c'est effectivement aussi le modèle que je propose avant d'avoir les résultats de la biologie, c'est-à-dire on met l'intestin en repos pour éviter justement de le surcharger, mais on le met au repos, on ne va pas le mettre au repos pendant un an sans faire autre chose, on le met au repos en attendant d'avoir les résultats de la biologie et de définir qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en place. Mettre l'intestin en repos, ça revient à faire un traitement symptomatique. Moi je veux faire un traitement de la cause, donc je mets l'intestin en repos. Si je vois que c'est une dysbiose, je traite la dysbiose. Si je vois que c'est un leaky gut, je traite le leaky gut. Et 6 mois après, le patient, il peut remanger tout. Donc, pour l'instant, pour calmer un petit peu l'intestin, le mettre au repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter les produits laitiers à base de lait de vache. Ça veut dire éviter le gluten. Ça veut dire éviter les produits complets. Vous voyez, c'est un petit peu contradictoire avec le profil résistance à l'insuline. Donc, éviter de manger du riz complet parce que ces fibres vont irriter l'intestin. Évitez de manger du cru, mangez plutôt du cuit, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes. Puis, le but est d'investiguer quelles sont vraiment les dysfonctions, de mettre l'intestin en repos. Alors on peut pousser plus loin en mettant des modèles sans FODMAP si on retrouve un SIBO par exemple, mais absolument pas à vie. Si vous n'avez pas d'intolérance non cœliaque au gluten, pas de sérologie cœliaque positive, vous n'allez pas ne plus manger de gluten toute votre vie. Donc le but est de traiter la perméabilité intestinale, de traiter le problème de dysbiose, de faire en sorte que votre système immunitaire ne soit pas dans un état pro-inflammatoire, mais dans un état normo-inflammatoire, et vous pourrez remanger du gluten, vous pourrez peut-être remanger des produits laitiers. Donc ces modèles d'éviction alimentaire basés sur le confort intestinal, moi je m'en méfie beaucoup parce qu'on se retrouve avec des gens qui ne mangent plus rien, qui accentuent leur profil déficit en micronutriments et qui n'ont pas de résultat parce qu'on n'a pas traité la cause du problème. La cause du problème n'est pas le gluten, la cause du problème est peut-être la perméabilité intestinale qui est trop importante. Donc moi le profil digestif, je trouve ça difficile de le prendre en charge sans consulter. Donc mettez votre intestin en repos, vous irez mieux, mais vous n'aurez pas pris en charge les causes et c'est un petit peu sans fin et vous allez accentuer vos carences et vos déficits et je pense pas que ça soit une bonne solution. Alors donc il vous propose quand même d'éventuellement de prendre des probiotiques, mais encore faut-il savoir quels probiotiques. Les probiotiques sont tous différents, certains stimulent le système immunitaire, d'autres sont plutôt dans la tolérance immunitaire. Bénéficier d'un apport en glutamine, oui pourquoi pas, mais encore une fois il faut savoir où est-ce qu'on en est. Moi, vraiment, ce profil digestif, je suis vraiment très peu à l'aise avec. Et puis, qu'est-ce qu'ils vous proposent d'autre? Donc, l'objectif, ils disent que c'est rétablir l'équilibre du microbiote. On est d'accord? Donc là, on fait un bilan biologique qui s'appelle le DMI, notamment, pour voir quel type de dysbiose. Diminuer l'inflammation intestinale et cicatriser la muqueuse intestinale. Voilà les objectifs. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Ça, il va falloir que vous ayez un spécialiste qui puisse vous proposer une prise en charge adaptée. Et puis, ils ont mis une petite note qui est très intéressante sur cette notion de faim-satiété. Ils disent donc que la faim est contrôlée par le cerveau, mais aussi par le microbiote, et qu'on s'est rendu compte que de nombreuses personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire avaient des microbiotes, une identité métagénomique qui était spécifique, et on avait une absence totale de certaines souches de bactéries, et on s'est donc rendu compte que ces bactéries avaient un effet sur le comportement alimentaire. Il parle là d'Escherichia coli, dont on parle souvent pour ses effets négatifs, mais là, Escherichia coli a visiblement un effet positif sur la faim. C'est un effet, en fait, elle produit une protéine qui ressemble beaucoup à la mélanotropine, qui est une hormone coupe-faim. Et donc, cette protéine serait neutralisée par des anticorps chez les personnes qui ont des TCA. Donc, c'est quand même super intéressant. Là, je pense qu'on a un champ d'études exceptionnel sur le microbiote et sur les propriétés du microbiote. Il y a une autre bactérie qu'on fait doser également et qui est absente chez les patients qui sont en surpoids, en obésité. Et là j'ai oublié son nom et pourtant je l'ai fait doser régulièrement et je me la suis même faite doser à moi-même.
Donc une bactérie qui est aussi très importante, et on s'est rendu compte qu'elle était absente dans le microbiote des patients en surpoids en obésité, c'est Akkermansia municiphala. Je l'ai fait doser moi chez moi et elle était effectivement en toute petite quantité, inférieure à 500 copies par millilitre, et donc le but c'est d'essayer de trouver une solution pour augmenter la population d'Akkermansia chez les patients en surpoids ou en obésité. Donc il y a vraiment un vaste champ d'études et je pense qu'on va apprendre encore beaucoup de choses sur l'intérêt du microbiote et de certaines souches de bactéries dans les problèmes de troubles du comportement alimentaire, du surpoids et de l'obésité. Mais encore une fois, je reste sur le profil digestif, voilà, à part vous dire mettez votre intestin au repos et puis consultez, faites faire les bilans biologiques d'investigation nécessaires pour qu'on puisse vous proposer une prise en charge des causes et pour que vous ne vous retrouviez pas à manger que 5 ou 6 aliments toute votre vie, ce qui va aggraver votre état plus qu'autre chose, même si vous allez retrouver peut-être un confort digestif, ça c'est quasiment sûr. Donc voilà, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas un modèle alimentaire idéal pour perdre du poids, mais en fonction de votre profil de surpoids, vous allez avoir des règles, des consignes alimentaires qui vont être différentes, des complémentations qui vont être différentes. Si vous voulez en savoir plus, il y a un ouvrage qui a été écrit par les docteurs Schoss et Benedetti sur justement comment maigrir intelligemment grâce à la micronutrition, qui finalement reprend l'écho mais beaucoup plus détaillé. Je vous mettrai le lien de l'ouvrage en barre d'infos. Et vous pourrez retrouver aussi tous les ouvrages que je vous conseille sur le blog. Si vous avez envie de consulter, n'hésitez pas à contacter l'IEDM ou le groupe Pilège ou par exemple le laboratoire Bionutrix qui pourront vous donner les coordonnées de spécialistes près de chez vous. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ma e-consultation, donc à distance en visioconférence de micronutrition, de psychonutrition, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mettrai le lien de l'adresse mail en barre d'infos. Rappelez-vous que vous êtes un individu unique et qu'à ce titre, vous méritez une prise en charge unique et un modèle alimentaire qui vous correspond. Donc voilà, j'en ai terminé. La vidéo était quand même très longue. J'espère que vous aurez pu découvrir quel était votre profil ou vos profils de surpoids, peut-être d'obésité ou de résistance à la perte de poids. N'hésitez pas à commencer à mettre en place les petits conseils très simples que vous pouvez mettre en place par vous-même. Et puis surtout, n'hésitez pas à consulter un expert en micronutrition si vous avez besoin d'aide, si vous voulez avoir une prise en charge personnalisée, qu'on évalue précisément vos statuts biologiques, qu'on détermine quel est votre profil et qu'on vous propose une prise en charge sur le long terme. Et je terminerai par il n'y a rien de mieux qu'une prise en charge globale où on va associer micronutrition et psychonutrition. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.